Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre leçon sur métropole et colonie. Nous avions fait le grand 1 la semaine dernière et nous allons aujourd'hui passer au grand 2 qui va terminer cette leçon. Il s'intitule Les sociétés indigènes face au système colonial et dans le petit 1, nous allons d'abord parler du système colonial inégalitaire. Concrètement, aujourd'hui, on va vraiment évoquer la façon dont les Français gèrent leurs colonies de l'intérieur et évidemment le rapport qu'ils entretiennent avec les populations locales. On va voir effectivement qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont mises en place dans ce système colonial. D'abord, dans la première flèche, on va rappeler que les colonies ont des statuts différents à ce moment-là. Alors, pour rappel, la France possède à ce moment-là le deuxième empire colonial, à la veille de la Première Guerre mondiale, donc on est juste derrière l'empire colonial britannique. Et on a plusieurs types de colonies. D'abord, on a des colonies qui relèvent de l'administration directe, c'est-à-dire que les Français, directement, vont administrer, gérer le territoire et les populations qui sont dans ce territoire. Donc dans ces cas-là, on a deux cas différents. Le cas algérien, qui est une colonie de peuplement, où on va donc encourager de nombreux Français à tenter l'aventure et à donc venir s'installer dans cette colonie algérienne. Et donc vous allez avoir 3 départements qui font partie de l'Algérie et que l'on va intégrer à la métropole. D'accord ? Donc vous avez ici 3 nouveaux départements français et on encourage les Français à aller peupler ces départements algériens. Alors on voit d'ailleurs que le peuplement européen en Algérie n'a cessé d'augmenter jusqu'à la veille de cette Première Guerre mondiale pour atteindre aux alentours de 750 000, 800 000 Européens qui se sont installés ici, donc notamment dans le nord de l'Algérie. Donc c'est une colonie qui est un petit peu à part, une véritable colonie de peuplement. Là, clairement, on encourage les Français à aller s'installer en Algérie, puisqu'on considère à ce moment-là l'Algérie comme représentant de nouveaux départements français. Alors, les autres colonies qui relèvent de l'administration directe sont plutôt des colonies d'exploitation économique, c'est-à-dire qu'elles vont essentiellement fournir à la fois les matières premières et la main-d'œuvre à la métropole. Donc là, on n'encourage pas forcément les Français à aller s'installer dans ces colonies, mais par contre, ces colonies fournissent directement à la France de nombreux produits dont elle a besoin et qu'elle ne trouve pas chez elle. Et puis, on l'a dit également, une main-d'œuvre. Et puis, on a l'administration indirecte. Donc, ce sont des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, où les Français vont encadrer un petit peu plus, de manière un petit peu plus lointaine, c'est-à-dire ils vont s'appuyer sur les pouvoirs existants, sur les pouvoirs locaux, en leur laissant une certaine autonomie, mais évidemment, ils vont être encadrés. C'est-à-dire que là où on va laisser un prince, là où on va laisser un chef de village en place, il va tout de même devoir obéir à l'administration, aux autorités françaises. Donc c'est une administration qui est indirecte et là particulièrement, il faut retenir le cas du Maroc et de la Tunisie. D'accord ? Donc là, on ne s'investit pas directement, même si évidemment il y a des troupes françaises, il y a une administration française, mais on s'appuie sur l'organisation qui existe déjà sur place. Indigène. Tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent, en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît aucun droit. Il y avait le portage, le chef de district, c'est-à-dire le commandant. Il n'y avait pas de route à cette époque-là. Et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez? Alors, tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça, c'est pas de l'amitié, ça. Et se révoltaient. Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux. Il y avait 2 statuts. Le citoyen français, ceux qui avaient les mêmes droits que les Français de France, qui avaient la citoyenneté française, qui étaient ou naturalisés ou citoyens d'origine, et puis les sujets. Les sujets, eux, relevaient du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient
un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial. Seconde flèche, et là on va vraiment parler des populations sur place. Dans tous les cas, quel que soit le statut de là que vous avez face à elle, des Français, des colons qui sont considérés comme supérieurs, qui ont les règles de la métropole, et puis vous avez des populations locales qu'on va qualifier d'indigènes et auxquelles on va appliquer un code de l'indigénat, c'est-à-dire un code qui ne s'applique pas aux Européens, qui ne s'applique pas aux Français, et qui est uniquement pour les populations dites indigènes, à bien mettre entre guillemets dans votre leçon. Alors c'est un code qui va prévoir des peines qui sont spécifiques et qu'on n'applique que donc à ces populations colonisées, avec des amendes, des internements. Je vous en montre quelques extraits ici, je le laisse un petit peu à l'écran. Donc ce sont vraiment des règles précises qui ne s'appliquent qu'aux populations colonisées. Et puis, alors avant tout, ça avait été mis en place en Algérie. Et puis finalement, on va l'étendre progressivement à une grande partie des autres colonies françaises. Alors ce qui est étonnant, et ça va être ce que l'on va souligner dans notre troisième flèche, peut-être certains d'ailleurs se sont posé la question, c'est qu'à l'époque, on le rappelle bien, il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage. Il a été aboli en France, vous le savez, vous l'avez vu avec moi cette année. Donc en théorie, il n'y a pas de statut d'esclave dans les colonies. Mais par contre, ce que l'on voit sur place, vous voyez sur ce genre de photos, eh bien ce sont évidemment des populations indigènes qui sont sous-payées, d'abord, premièrement. Elles sont soumises au travail forcé. Et puis, en général, il y a une véritable confiscation de leurs terres, de leurs richesses, au profit des colons, c'est-à-dire des Français ici. Et donc, vous avez une véritable exploitation des richesses naturelles qui, au final, ne profite plus aux populations locales, qui profitent à la métropole, c'est-à-dire à la France. Et vous avez des populations colonisées qui sont soumises à l'administration française. Et vous voyez, même ici, on voit des colons français, donc ce sont des Français qui se plaignent du sort qui est réservé à ces populations colonisées, notamment avec ce code de l'indigénat. Regardez ici, on vous dit « L'indigène est arrêté, emprisonné pendant des mois sans jugement, sans interrogatoire, et cela avec autant moins de ménagement que le détenu est toujours utilisé comme main-d'œuvre économique. » Donc, on voit très bien ici, c'est une pétition que 51 colons français ont envoyée au gouverneur général de Madagascar en 1900. On le voit, même des Français sur place se rendent compte évidemment de la situation dramatique de ces populations colonisées qui ont un statut uniquement pour elles très dur, donc le code de l'indigénat, et vous le voyez, qui travaillent, qui sont soumis à un travail forcé au profit des Français, donc des colons français, avec toutes les richesses et toutes les matières premières qui sont désormais exclusivement tournées vers la métropole. Donc on peut maintenant passer justement au petit 2, peut-être c'est une question qui vous vient. Est-ce que sur place, on a des résistances, c'est-à-dire est-ce qu'on a des populations colonisées qui vont se révolter face justement à la mise en place de ce code de l'indigénat? Je vous propose de le découvrir dans ce petit 2. Ce jeudi est une journée importante et symbolique pour les habitants de Nouvelle-Calédonie. Le crâne d'un chef de guerre kanak a enfin été restitué à sa famille. Depuis 135 ans, il était conservé au Muséum d'histoire naturelle. Bernard Alassos. Aujourd'hui est venu le temps de la restitution. Le Muséum d'histoire naturelle s'est mis à l'heure kanak. Ce geste coutumier entre l'État français et le grand chef Kawa scelle le retour après 136 ans d'exil du guerrier Ataï sur ses terres ancestrales. Car l'histoire du crâne d'Ataï renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale. Les spoliations foncières, les tribus kanak enfermées dans les réserves, Ataï sera le porte-drapeau de ce désespoir. Il est arrivé avec 2 petits sacs, un petit sac contenant de la terre, un autre sac contenant des cailloux. Il a posé devant le gouverneur, au pied du gouverneur, il a vidé son sac contenant de la bonne terre. Il a dit au gouverneur, voilà ce que nous avions avant. Et ensuite, il a vidé son sac contenant des cailloux. Toujours au pied du gouverneur, il a dit, voilà ce que tu nous laisses. 1878, ce sera le soulèvement avec Ataï en chef de guerre. La répression est sans pitié. Ataï est tué, décapité et sa tête expédiée en France. On en fera un moulage et son crâne ira rejoindre les collections du muséum. Oublié, perdu parmi les dizaines de milliers de restes humains, jusqu'au tournant des années 2000, où il réapparaît. On s'est donc à ce moment-là rendu compte que c'était le crâne de ce grand chef Ataï. On a fait des scanners en 3 dimensions qui s'adaptent parfaitement à un moulage qui avait été fait juste après sa mort sur la tête du grand chef Ataï et qui, je dirais, permet justement de caractériser ce crâne. Il faudra plus de 10 ans de combat aux descendants d'Ataï pour obtenir la restitution de ce crâne et enfin entamer du côté de Saraméa le deuil de leur ancêtre.
Alors vous l'avez vu dans la vidéo, il y a une résistance qui s'organise sur place, notamment chez les populations colonisées. Alors on va voir différents exemples, mais il faut rappeler, c'est notre première flèche, que la conquête en fait française s'effectue en général relativement facilement, tout simplement parce que on a une avance technique, on a une organisation militaire et je le rappelle, on a connu une révolution industrielle qui au 19e siècle nous a permis d'avoir une avancée technique sur notamment ces populations colonisées qui n'ont pas forcément encore connu la révolution industrielle. Donc de ce fait-là, vous allez avoir une supériorité des colonisateurs français et vous allez avoir une présence armée qui justement tente de maintenir l'ordre sur place. Mais on va avoir une opposition qui s'affirme et qui tente de rendre plus difficile la maîtrise de ces territoires. Alors quelques exemples à retenir. D'abord, vous l'avez entendu, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie où les populations kanaks en général sont assez maltraitées. Vous allez voir que c'est une colonie pénitentiaire, on en a déjà parlé, on envoie certains de nos prisonniers réputés comme dangereux, par exemple les communards, on les a beaucoup envoyés sur cette colonie pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie. Sur place, les Kanaks ont des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles et donc on va avoir une révolte en 1878 derrière leur chef Ataï et vous le savez, on va en reparler dans la seconde flèche, elle va être durement réprimée. En Afrique de l'Ouest, on va retrouver aussi des mouvements de résistance avec Samori Touré, que vous avez ici. Et c'est à la fin 19e, donc en Afrique de l'Ouest, que Samori Touré s'oppose à l'expansion coloniale française. Même chose, il sera durement réprimé. Alors il est considéré aujourd'hui d'ailleurs comme une figure marquante, par exemple en République de Guinée. Vous le voyez, il apparaît ici sur l'une des pièces de monnaie du pays. On termine en disant que du côté de l'Indochine, donc en Asie, vous avez aussi de nombreux mouvements, vous les voyez ici représentés sur la carte, qui s'opposent à l'ordre colonial. Et vous allez avoir aussi une répression qui est très dure. D'ailleurs, ça nous amène à notre seconde flèche. On va voir que toute opposition en fait, au système colonial français est fortement réprimée. Par exemple, vous voyez, si on reste sur l'exemple de l'Indochine, vous aviez ici l'affaire des empoisonneurs. Donc ce sont des populations colonisées qui ont tenté de mettre en place un empoisonnement et donc ils vont être condamnés à mort et suppliciés. On revient sur le chef de guerre Ataï que vous avez découvert en vidéo. On sait également que le sort qui lui a été réservé est particulièrement dur et la répression en général en Nouvelle-Calédonie a été très forte. Juste pour vous donner un chiffre, à l'arrivée en gros de la présence française, il y avait une population kanak qui était estimée à 45 000 et on passe à 27 000 en 1900. C'est-à-dire que la présence française amène un nombre de morts chez la population kanak qui est important. Et regardez, encore une fois, vous avez ici des populations françaises, des colons, qui, regardez, écrivent même pour se plaindre. Nos malheureux sujets, ces Français de Nouvelle-Calédonie, car s'ils ne sont pas citoyens, ils sont du moins officiellement et légalement français, sont soumis à une spoliation, c'est-à-dire un vol continu et systématique,
qui a pris dans les dernières années des proportions gigantesques. Donc la même chose, hein, vous voyez, c'est des populations françaises qui se sont installées sur place et qui se plaignent du sort qui est réservé aux populations colonisées, aux indigènes, donc ici aux populations kanak. Donc pour vous montrer la dureté justement de ce système colonial français. Et puis bon, on sait également le sort, donc on l'a dit, hein, qui a été réservé à Ataï, mais même chose, hein, vous voyez ici Samori Touré qui a été photographié lors de sa capture, de son arrestation. Et voilà, c'est aussi des populations qui vont subir une répression forte, puisque les Français ne laissent pas du tout l'ordre sur place se dégrader, et donc par une main de fer et par une armée parfois présente directement sur place, ils vont lutter contre toute forme d'opposition. Alors la troisième flèche, elle s'intéresse à la façon dont les populations sur place, mais là cette fois-ci en métropole, chez nous en France, s'interrogent sur cette colonisation. Est-ce qu'on critique? Est-ce qu'on laisse faire? Alors vous le savez, je vous l'avais dit, la plupart des Français en fait adhèrent un peu naturellement à l'idée de colonisation, c'est-à-dire qu'il y a peu d'opposition à l'expansion coloniale. Par contre, en général, les Français se détournent un petit peu, ne sont pas passionnés non plus par les aventures coloniales, ça leur paraît assez loin. Et puis, il y a même des Français qui s'opposent à cette expansion coloniale. Les libéraux, par exemple, trouvent que c'est un gaspillage financier, on met trop d'argent dans les colonies. Vous avez les nationalistes qui s'intéressent plutôt à la revanche contre l'Allemagne après la défaite de 1870, et donc qui trouvent qu'on va épuiser nos forces ailleurs dans le monde inutilement. Et puis, si vous devez retenir un discours véritablement fondateur et très important de cette leçon, vous avez aussi des personnalités politiques comme Georges Clemenceau, que vous avez à l'écran, jeune et plus âgé, et qui lui, et il y en a en France heureusement, est hostile philosophiquement à l'idée de colonisation. C'est-à-dire que pour lui, coloniser ne représente pas quelque chose qui apporte le bien à la population indigène, loin de là. Regardez, il vous dit il n'y a pas de droit des nations dites supérieures, il met bien entre guillemets, contre les nations dites inférieures. On est vraiment dans l'opposition au discours de Jules Ferry. Et il vous dit clairement qu'en gros, nous on utilise la violence et qu'on essaye de cacher le mot violence en y mettant le mot de civilisation. Et regardez les mots qu'il utilise, on s'approprie l'homme, on le torture, on en extrait toute la force au profit du prétendu civilisateur. C'est un très beau discours, si vous avez un petit peu le temps, lisez-le en entier, il est vraiment très intéressant. Et ça vous montre aussi que heureusement à l'époque, il y a tout de même des Français qui s'opposent à l'idée même de colonisation, parce qu'ils trouvent tout simplement cette colonisation cruelle, injuste, violente pour ces populations indigènes qui subissent l'ordre imposé par l'administration, par l'État français à ce moment-là, à la fin du 19e siècle. On peut passer pour terminer ce cours à notre petit 3 des sociétés indigènes bouleversées par la colonisation, et je vous propose de commencer d'abord par une vidéo. Rabat, au début du XXe siècle, est l'une des 4 villes royales marocaines. Elle devient la capitale administrative du pays au temps du protectorat français. Aujourd'hui, Rabat compte plus de 600 000 habitants. Mais en 1912, quand le pays devient un protectorat, la population n'excède pas 5 000 personnes. À l'époque, bien sûr, il n'y a ni voiture, ni route goudronnée, et pas de faubourg. Les habitants de Rabat vivent dans la Médina, entourés de remparts. L'un des monuments les plus anciens de la ville est la tour Hassan. Elle date du XIIe siècle. À l'époque, le Maroc était déjà un royaume puissant et très organisé. Mais il connaît une période de déclin, déchirée par de nombreuses guerres intérieures. Ici, sur la place du marché, à l'époque, s'élève la muraille Al-Andalus. À l'intérieur des murs, chaque souk conserve son identité. De 1912 à 1930, c'est l'époque où sont construits les principaux boulevards, qui deviendront les avenues Mohamed V, Hassan II et El Alou. Tout un réseau de transport en commun est mis en place. Les principaux bâtiments administratifs datent de cette époque. C'est ici, sur le boulevard El Alou, qu'ont lieu les grands défilés des armées françaises et les cortèges officiels.
C'est l'époque où les Marocains sont écartés de tous les lieux de décision majeurs au seul profit des Français. Les populations ne sont jamais consultées par des élections. Elles demeurent à l'échelon local sous l'autorité traditionnelle de leurs caïds et de leurs cheikhs. Rabat est relié aux principales villes du pays par de grands axes routiers et ferroviaires. En 1925, Rabat et Casablanca sont au centre d'un réseau de 1200 km de voies ferrées. La ligne de Rabat-Fès est prolongée jusqu'à l'Algérie. Ces voies de communication facilitent l'exploitation des ressources agricoles et minières du pays. Elles sont ensuite exportées vers la France et le reste du monde. Ce commerce profite essentiellement aux hommes d'affaires français et à un tout petit nombre de Marocains. Aujourd'hui, le port de Rabat a disparu, mais au temps du protectorat, c'est le deuxième du pays. Parmi eux, les colons qui mettront en valeur près d'1 million d'hectares de terre. Elles sont soit achetées directement aux Marocains, soit confisquées aux paysans par la direction de l'agriculture afin de les louer aux colons. Mon père dirigeait une société d'élevage qui comptait un peu plus de 5000 têtes de bétail. Il avait importé des zébus pour améliorer la race locale, la race bovine locale. Les petits agriculteurs et les familles et les grandes familles terriennes marocaines calquaient toutes les méthodes de travail qui étaient pratiquées par les agriculteurs français. Pourtant, la grande majorité des paysans marocains continuent à vivre et à travailler de façon extrêmement rudimentaire. Leur espérance de vie ne dépasse pas 30 ans. Dans les villes, les industries de transformation sont rares et l'artisanat connaît de graves problèmes de débouchés. À Rabat, comme dans toutes les villes marocaines, des écoles et des lycées sont créés sur le modèle français. Donc c'était le lycée qui avait comme profil d'abord français, mais avec l'élite ou l'intelligentsia, disons, de Rabat. Pour être inscrit dans un lycée comme le lycée Gouraud, il fallait être fils d'un grand notable, d'un grand riche, ou fils du Qaïd. C'était n'importe quel citoyen, il ne pouvait pas s'inscrire. Comme le lycée Gouraud, ce sont 8 lycées qui ont été ouverts dans tout le Maroc au temps du protectorat. Mais de 1920 à 1954, seulement 530 Marocains ont passé le baccalauréat. Il y avait beaucoup de Français et peu de Marocains. Voilà la réalité. Grâce à la vidéo, on va pouvoir faire d'abord notre première flèche qui explique que les sociétés indigènes, vous le voyez, et vous l'avez très bien vu dans cet extrait, sont bouleversées par la présence française. D'abord parce que, on le rappelle, il y a des inégalités très fortes qui désormais sont mises en place. Entre des populations européennes qui vont avoir un statut supérieur et les populations sur place colonisées, dites indigènes, qui vont avoir un code de l'indigénat, il y a de profondes inégalités qui se mettent en place. Mais il y a aussi cette influence occidentale forte qui arrive dans les colonies, alors que ce sont en général des territoires qui ont déjà une langue, une religion, une histoire propre. Et donc forcément, ça va totalement bouleverser l'organisation et la société sur place. Vous allez parfois avoir des élites sur place, c'est-à-dire des populations dites indigènes qui vont vouloir vivre à l'européenne, à l'occidentale et adopter le langage, la langue, les habitudes françaises par exemple. Et puis vous allez avoir des populations colonisées qui sont éloignées de tout ça et qui sont au contraire traitées véritablement en situation d'inférieur et qui vont être soumis au travail forcé. Alors les Français, et ça c'est indéniable, on le dit dans la seconde flèche, lorsqu'ils arrivent, ils créent des écoles, ils vont créer également des églises et donc en gros ils vont arriver avec leur culture, leur langue, leur histoire, leur religion également, et ça va totalement perturber l'ordre sur place, l'ordre qui existait avant la présence française. D'ailleurs, il y a aussi certains progrès, vous allez avoir des hôpitaux qui se créent, mais en général, évidemment, il y a surtout un souci d'assurer une main-d'œuvre en bonne santé. Troisième et dernière flèche, et on peut d'ailleurs se servir de cette troisième flèche en guise de conclusion,
On peut résumer en fait l'attitude des Français vis-à-vis des peuples colonisés en montrant que cette attitude est relativement variable. D'abord, on l'a vu dans la vidéo, on voit que les Français dans un premier temps montrent une volonté d'assimilation. C'est-à-dire concrètement qu'ils veulent intégrer les peuples colonisés à la communauté française en leur faisant adopter la langue, l'histoire, bref, d'une manière générale, la culture de la métropole. Mais on se rend compte que souvent sur place, c'est plus théorique que véritablement mise en pratique, puisque les populations sur place sont avant tout considérées comme une main-d'œuvre qui doit travailler, et la politique d'assimilation souvent passe au second plan. En tout cas, l'autre chose qu'il y a à présenter, et on va le voir dans notre deuxième petit point de cette troisième flèche, c'est que sur place, les Français transforment totalement le territoire. Vous l'avez vu à travers l'exemple déjà du Maroc dans la vidéo, mais on peut prendre aussi l'exemple du plan de Saïgon là, que vous avez ici devant les yeux. On voit qu'il y a clairement une ville qui est avec la présence européenne, avec un hôpital, un palais, une cathédrale qui a été construite, une citadelle. Enfin bref, ici vous avez vraiment une ville à l'européenne qui est construite par les colons français. Et puis tout autour, vous allez soit avoir dans les quartiers un petit peu plus en périphérie des populations françaises également, mais plus pauvres. Et puis encore autour, vous allez avoir les populations indigènes colonisées qui sont plutôt près des rizières et qui sont dans des villages autour de la ville de Saïgon. Donc on a une vraie fracture coloniale ici qui se voit dans le paysage, avec plutôt une ville qui est pour les colons et une ville qui est plutôt pour les populations indigènes. Dernière chose, lorsqu'on revient en métropole, les Français, on essaye de leur inculquer une sorte de fascination vers cette aventure coloniale, notamment en produisant une multitude d'images, mais aussi d'événements pour tenter de mettre en valeur les colonies françaises. Alors vous le voyez ici à travers par exemple le cacao, le banania ici, avec notamment, vous voyez, cet indigène qu'on met toujours entre guillemets, attention, qui est représenté avec ce français très approximatif, le yabon. Et aujourd'hui, banania a été accusé et ne peut plus utiliser ce slogan-là, justement, qu'on considère comme raciste aujourd'hui. Et c'est seulement depuis 2005 que Banania a abandonné ce slogan et cette campagne publicitaire qui renvoyait directement à l'aventure coloniale. Et puis, vous avez aussi des expositions beaucoup plus choquantes, notamment, vous voyez ici au jardin zoologique d'acclimatation, où clairement, on fait revenir des populations des colonies et qu'on expose un peu comme des animaux. Hein. D'ailleurs, vous voyez ici qu'on ne s'en cache pas, puisqu'on met zoologique, on expose des populations colonisées pour entre guillemets, montrer aux Français qui sont les populations indigènes, et on le fait évidemment avec ce que l'on a souligné dans cette leçon, c'est-à-dire l'idée de supériorité, et voilà, on les présente comme des populations primitives que les Français doivent civiliser par justement leur aventure coloniale. Donc voilà un petit peu la façon dont en France on tente de présenter l'aventure coloniale. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait commencé la leçon en montrant que lorsqu'on achetait à l'époque du chocolat poulain, on avait ce genre de petites illustrations qui justement mettaient en valeur l'aventure coloniale, de par regarder à la fois l'exotisme, hein, c'est-à-dire on invitait un peu entre guillemets au voyage en montrant les différentes populations colonisées, mais surtout derrière on montrait qu'il y avait des produits qui étaient fournis par ces colonies. Donc vous voyez, on essaye de convaincre les Français de l'époque, de la métropole, que cette aventure coloniale est bonne pour le pays, notamment par ce genre d'images qui se multiplient à l'époque. J'espère que ça a bien été clair pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. À bientôt et portez-vous bien.